dépit de la satisfaction de m'en être tiré à si bon compte, subsiste un certain regret. J'aurais aimé me sentir responsable de mon salut. Avoir l'occasion d'aider mon curieux sauveteur, mais il se suffit parfaitement à lui-même. Il est venu me chercher à l'heure convenue. J'ai dit adieu à la grand-mère qui m'a donné sa bénédiction, et j'ai embarqué dans le canot automobile comme pour une croisière sur la Tamise. Le bateau était long, beau et silencieux, équipé de 2 moteurs lui permettant d'échapper à n'importe quelle vedette des douanes. Nous avons bavardé. C'est un causeur charmant, disert, amusant. Il m'a raconté une foule d'anecdotes sur l'Italie du Sud et la société romaine qu'il semble bien connaître. Lui-même descend d'une famille de noblesse calabraise, antique et ruinée. Il a donc, selon son expression, pourvu aux frais qu'entraînait la réfection de la demeure familiale, en se livrant à des affaires qu'il s'est gardé de préciser et sur lesquelles il eût été malséant de l'interroger. Cette conversation détendue m'a conduit, au hasard d'un détour, à lui demander de préciser ce qu'il voulait dire à propos du péché originel. Il m'a volontiers exposé son point de vue. « Vous paraissez surpris que je fasse remonter votre difficulté à vivre au péché originel, alors que ce serait plutôt à moi d'être surpris de votre surprise. Tout Européen est frotté de pensées chrétiennes. Il est vrai que les rapports entre l'homme et ses mythes sont devenus de longue date superficiels et occasionnels, et que la théologie n'est guère à l'honneur, même dans les milieux ecclésiastiques, dirais-je, surtout dans les milieux ecclésiastiques. Toutefois, certains contresens particulièrement grossiers pourraient être évités. Il est dit fort précisément dans le livre de la Genèse que le Créateur laissa le premier couple libre de goûter à tous les fruits du jardin d'Éden, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Excusez-moi, Luigi, nous approchons de parages assez délicats. Surveillez l'écran radar avec la plus grande attention. Et si vous constatez quoi que ce soit d'anormal, prévenez-moi immédiatement. Je m'occuperai du pilotage. Pardonnez-moi cette interruption. Luigi est un excellent garçon doué de belles et nombreuses qualités, mais il lui manque encore une certaine expérience de ces trucs de métier qui ne s'apprennent qu'à la longue, quel que soit le bagage théorique amassé au départ. Si vous le voulez bien, j'en reviens à mon propos. Connaissance du bien et du mal. Imaginez-vous ce que cela implique. Tout simplement, conscience de la morale, de l'éthique, de ce sur quoi, en somme, repose tout groupe humain, et que chaque civilisation s'efforce de codifier en règles aussi précises que possible. Elohim voulait du bien à ses créatures. Il désirait mettre l'homme et la femme à l'abri, non de la connaissance, mais de cette chose détestable qu'est la morale. Par malheur, le serpent triompha, et ce fut la fin du jeu, du merveilleux jeu pour lequel nous avions été créés, et qui s'est trouvé par notre faute complètement perverti. Encore un peu de Porto ? Il est fort difficile de trouver un Porto convenable ailleurs qu'en Angleterre. Après nombre de tentatives décevantes, j'ai jugé plus simple de me procurer celui-ci par l'intermédiaire d'un importateur londonien. Vous objecterez qu'il est sans doute trop tard pour remédier à ce triste état de choses. Non, je ne pense plus au Porto. La pomme a été mangée, et bien mangée. À nous de supporter le poids de notre bêtise. D'autant plus que nous avons récidivé. Quand Caïn, le travailleur productif, assomma son frère, une fois de plus, ce fut le parti du serpent qui eut le dessus. Non seulement la morale existait, mais encore elle devenait morale du travail. En droite ligne ou à peu près, nous en sommes venus à la bombe H, la surpopulation et autres aimables particularités de l'époque présente. Je ne vous promets pas une existence dénuée de problèmes. Un tel rêve est malheureusement devenu impossible depuis la sortie d'Éden. Je vous suggère simplement de limiter les dégâts, dans la mesure du possible. Si vous avez envie de jouer, comme c'est probable à en juger par les voltes de votre comportement, eh bien jouez, et ne vous tracassez pas à propos de vos devoirs et de votre responsabilité. Après votre retour d'Aden ou du Kenya, pourquoi ne pas vous être occupé de trafic d'armes ?
Bien des gens auraient été ravis du concours d'un officier britannique connaissant ces régions explosives. Vous auriez eu de l'argent, des femmes, du temps. La vie est un théâtre, a, je crois, écrit votre Shakespeare. Choisissez votre rôle en fonction de vos aptitudes et jouez-le de votre mieux, en vous souvenant qu'il s'agit d'un jeu qui ne doit pas, sous peine de se renier, devenir passion unique et contraignante. Il est bon de tout faire pour gagner, il est aussi nécessaire de savoir perdre avec désinvolture. À l'aube, nous avons abordé dans une crique solitaire. Nous y étions attendus. Un homme est resté avec Luigi pour s'occuper du bateau. Nous sommes montés dans une Lamborghini et le chauffeur nous a conduits dans le palais remis en état par Giorgio. Un domestique a ouvert le lourd portail surmonté de la couronne comtale. Je suis descendu dans une vaste cour d'honneur de style classique. Giorgio, aussi détendu que s'il sortait de son bain, s'est excusé de ne pouvoir me montrer en personne mes appartements. Un saut pour affaires, et l'aéroport est assez éloigné. J'espère être de retour demain dans la journée. Je vous en prie, considérez que vous êtes chez vous. Et la Lamborghini est repartie. Ma chambre et son salon sont amples et majestueux, avec de grandes portes-fenêtres et de beaux meubles baroques. Je suis resté longtemps allongé dans l'eau parfumée de la baignoire en marbre vert. Drogué, subitement privé de sa dose de poison, je m'affaisse. Un médecin est venu m'examiner. Il m'a affirmé que dans quelques jours il n'y paraîtrait plus, à peine conserverais-je une petite cicatrice. La théologie de Giorgio m'amuse et me paraît assez hérétique. Je ne saurais toutefois en discuter. L'Église d'Angleterre, au sein de laquelle j'ai été élevé, ne m'a pas encouragé à me pencher sur de pareils problèmes. Il lui suffisait que je fusse un bon élève, qui ne manquerait pas de faire un bon officier, et l'interprétation de Giorgio ne me choque ni ne me scandalise davantage que le commentaire d'un mythe papou. Mais je refuse de réintégrer ma vitrine, jouet parmi les jouets, colorié de neuf, convenablement réparé, apte de nouveau à exécuter les gestes prévus par le montreur de marionnettes. Giorgio est rentré hier soir, et nous avons dîné sur la terrasse. L'âpreté des collines que nous dominions évoquait la Grèce, mais autour de nous régnait un luxe subtil. Les cristaux éclairés par deux grands chandeliers rocailles miroitaient dans la nuit, et je prenais plaisir à caresser les lourds couverts de vieille argenterie ciselée. Il était presque surprenant que le maître d'hôtel et les serveurs ne fussent pas revêtus de la livrée. Giorgio m'a demandé si je préférais rentrer directement à Londres ou prolonger mon séjour en Italie, c'est-à-dire chez lui. Je pourrais demeurer indéfiniment dans cette noble résidence sans que personne ne s'en offusque, mais je préfère regagner Londres par Genève, trancher sans m'attarder. Giorgio a insisté pour m'offrir le billet d'avion. J'ai d'abord refusé, puis me suis aperçu qu'il serait déplacé de persister. Mon hôte est roi sur ces terres comme on l'était aux temps homériques. Il juge me devoir des présents. Un tailleur est venu prendre mes mesures et m'a livré ce matin 2 costumes coupés pendant la nuit. Les dernières retouches ont été effectuées sur place. Giorgio s'est également occupé de mon passeport, qui est maintenant dûment timbré. Le pouvoir de cet homme me surprend. Je ne pourrais lui dire adieu, ses affaires l'ayant, paraît-il, obligé à s'absenter. Il m'a laissé un mot pour s'excuser et me souhaiter un bon retour. Je soupçonne qu'il a voulu m'éviter d'avoir à le remercier. Mais qui est Giorgio? La déception qu'il a exhibée après lecture de la lettre semblait si authentique que je n'ai pas songé à une comédie. Maintenant que je le connais mieux, je croirais plutôt que sa mimique était trop voyante, voulue par cet homme tellement maître de lui-même, et que, en fait, il avait trouvé ce qu'il cherchait.
avec de la chance, car j'aurais pu partir dans une autre direction. Il se peut aussi bien que cette succession d'événements ait été le fait du hasard. Le faux, l'illusion m'entoure. Fausse liberté, esclave de 6 cylindres, faux compagnon de combat qui cherchent à m'abattre, fausse communion autour de Harry, fausse déception de Giorgio. Quoi qu'il en soit, il me sera impossible d'atteindre une certitude. Je prendrai à Naples l'avion de 0h13 pour Genève. Le chauffeur me conduira. J'ai, par intermittence, l'impression que rien n'a eu lieu, ou que les choses se sont passées il y a très longtemps. Les images que je me faisais de moi-même se sont révélées illusoires. Tout est trompe-l'œil, et le couteau de Dmitri n'a pas tué seulement un officier grec. Les pelures ont été arrachées une à une, violemment ou avec douceur, peu importe. Tout au plus parviendrai-je à me définir négativement. Un revenant fantasmatique m'a lancé dans cette équipée démente, individualité évaporée, supplantée par la puissance fallacieuse de mon moteur. Rationalité, appartenance à un ordre civil ou militaire, loyauté, tout a volé en éclats. La plongée dans l'illégalité que je croyais boucle autonome, privée de signification, loin d'être une parenthèse, m'a fait vivre mon ombre refusée. D'ailleurs, même les parenthèses les plus vides de sens m'ont appris que j'étais capable de me plaquer avec aisance un masque sur le visage, scapin oublieux de toute sincérité. Privé du cadre rigide que j'ai ébréché en abattant un de mes hommes, mis en mouvement par d'autres forces qui entraînaient d'autres valeurs, les poutrelles et les traverses qui me structuraient se sont effondrées une à une. Je n'ai cessé d'agir en image inversée de ce que j'imaginais être moi. Puis-je encore parler de moi? Pulvérisé ou dissous, William Ashford ne signifie plus rien. Sa cohésion apparente s'est décomposée, comme celle de cette terre grecque que je serais maintenant bien en peine de définir. Définition, stabilité, permanence. Le sens de ces mots s'est évanoui. Peut-être la vie est-elle un jeu. Je crains par malheur que ce jeu, cet enchantement du mouvement qui est sa propre fin, n'ait été que programmation d'engins miniatures roulant en tous sens alors qu'ils croient avancer. Zigzag toujours répété sur un plan horizontal, enfermé dans l'arène du cirque. Je ne peux rompre qu'en changeant de niveau. La désinvolture de Giorgio m'est trop étrangère. Déborah reste le seul axe que je connaisse, chargé d'assez de mystère pour, peut-être, m'indiquer le chemin. Descente dans les abîmes opaques ou envol vers la rayonnante lumière solaire. À moins que ce ne soit chute dans la lumière froide ou ascension vers la grande nuit intersidérale. Penser spontanément à un axe libérateur est résurgence, enfin dégagée des ornières envasées d'un songe romantique inabouti, ressassé sans espoir de réalisation, emboîté dans le tiroir des aspirations floues, maintenant seulement déroulé comme image d'impossible. L'emmener sur une mer dissoute dans la brume jusqu'à la forteresse interdite. La forteresse des géants ou des démons, dont on n'ose mentionner le nom, car les puissances de la terre sont dites y demeurer, et il ne convient pas de les évoquer. La forteresse solitaire sur le haut plateau de Bruyères, loin de la crique où ils auront amarré le voilier. Arriver au mur énorme dans un flamboiement écarlate qui transfigurera les Bruyères en pierre magique. Longer les hautes murailles parfaitement appareillées que nulle aspérité ne dépare, ployées sans qu'un angle dur en brise la continuité, et pénétrer dans la première enceinte, à travers une étroite ouverture cachée de l'extérieur par une double chicane,
sous le regard indéchiffrable d'un gnome énigmatique gardien du seuil. D'autres murs vers la seconde enceinte, moins élevés que la première, et une pâle lumière étale succédant aux éclats du couchant. Franchir le seuil surmonté d'un linteau monolithe, sans trembler, ainsi qu'il convient d'aller vers un très lointain passé, sévère et bienveillant, sans écouter les voix tentatrices du sol qui craquent et sifflent la peur. Marcher silencieusement, côte à côte, et à mesure, les voix grinçantes s'assourdissent. Gravir les degrés puissants, atteindre la plateforme barlongue aux dalles de granit rose, et la nuit les enveloppant de son filet. La haute tour tronconique règle l'esplanade de son ombre qui va s'effilant. Escalader les marches dégradées qui l'entourent en spirale ascendante, et se tenir enfin sur le sommet de la forteresse, axe du monde qui ordonne l'espace. Sur la table rase, il me faut apprendre à vivre ce qui n'était qu'aspiration indécise dans la bulle du rêve. Plaque tournante. À Genève, dans un café, j'ai jeté un coup d'œil sur le journal. La destinataire de la lettre s'est tuée la nuit dernière, seule au volant de sa Jaguar, sans témoin sur la route de Lausanne. On a retrouvé le corps dans le Léman. Aurais-je encore trahi? Mais qui? Mais quoi? Je me suis assis sur un banc au bord du lac, troué par le jet d'eau. J'ai gratté une allumette et mis le feu à l'enveloppe. Quand la flamme est montée jusqu'à mes doigts, j'ai laissé tomber le papier. Je l'ai regardé flamber, puis se calciner. Des fragments noircis s'envolaient, franchissaient la rambarde et retombaient sur l'eau mate. Un coup de vent a emporté le petit tas de cendres, et il n'est plus resté qu'une tache foncée sur le ciment. Le jeu circulaire s'achève, sans déboucher sur rien que le vide. Ne subsiste que la ressource du regard ironique sur ce moi évanescent qu'il ne convient plus de tenir pour une unité organique. Déborah est sans doute mon ultime chance, mais l'atteindre soulève de singulières difficultés. Comment faire se rejoindre deux mondes parallèles? Où trouver le point de tangence qui propose une passerelle? À l'aide de quelle carte nautique atteindre l'île où se dissimule la tour axiale? Le seul modèle que je puisse appeler à la rescousse est celui de Félix le chat lorsqu'il s'est trouvé en mauvaise posture, perdu sur une banquise où deux ours blancs le menaçaient. Je me souviens que Félix, aussi perplexe que moi, s'interrogeait, et, au-dessus de lui, dans le cadre de l'image, se dessinèrent deux points d'interrogation, bien noirs et de bonne taille. Alors Félix connut l'éclair de l'illumination. Il tendit la patte, attrapa les points d'interrogation, les glissa sous ses coussinets et, sur ses patins improvisés, dans ce qui ressemblait à un envol, sema les ours qui voulaient le dévorer. Il est évidemment regrettable que Félix n'ait pas donné de précision sur la façon de procéder, mais à cela je pouvais m'attendre. T.S. Eliot nous a renseignés sur le goût des chats pour le secret. Leur bienveillance herméneutique se borne à nous proposer des exemples. All ye who pass by, silhouette fantomatique dans vos cages roulantes que j'ai tant aimées. Votre bon sens vous conduirait sans doute à estimer que les événements récents m'ont gravement perturbé, pour me réduire à ne trouver d'aide à propos d'une affaire vitale que dans le héros fantaisiste d'une bande dessinée. Mais, comme romanciers et philosophes s'acharnent à se déplacer dans un univers euclidien où les parallèles ne se rejoignent jamais, ils ne peuvent m'apporter aucun secours.
Quant à ces mystiques perdus dans le rêve d'une divinité inatteignable, sinon au moment d'une extase qui autorise toutes les projections délirantes, mais refuse la surface de notre astéroïde, ils ne me concernent pas plus que ceux qui ne voient de salut que dans le respect de la hiérarchie. À moi, donc, d'enfourcher mes points d'interrogation et de partir à la recherche d'une géométrie qui me convienne et m'unifie. Transit. L'homme au collier de barbe grise, assis à ma gauche dans le hall de l'aéroport, se tourna vers moi et, sans préambule, entama la conversation en un anglais teinté d'un fort accent italien. « Je constate que nous avons les mêmes amis. » Interloqué, je lui ai demandé pourquoi il s'adressait à moi en anglais. « J'ai entrevu votre passeport britannique, tout simplement. Et si je ne m'abuse, cette valise vous a été offerte par Giorgio Del Ponte. » La valise faisait partie des présents que Giorgio avait jugé me devoir. Cuir très fin, cousu main, évidemment sorti de chez un grand sellier. Giorgio n'est pas homme à se satisfaire d'articles bon marché. Mais je n'avais pas distingué les initiales GDP, très discrètement imprimées dans le cuir. Mon interlocuteur ne ressemblait pas au passeur. Il portait un blouson de cuir brut, une chemise de cow-boy à carreaux, col ouvert sur un foulard d'un vert agressif. Un chapeau texan à large bord complétait le tableau. Imperturbable, il continuait « Je parie que vous n'avez pas davantage remarqué la poche à l'arrière de la valise. » Effectivement, je n'y avais pas pris garde. Après examen, j'ai constaté l'existence d'une large poche, ingénieusement dissimulée, qui s'ouvrait à l'aide d'un mince cordonnet de cuir confondu avec la piqûre du bord. Mon voisin tendit la main. « Voici comment on l'ouvre. Giorgio a toujours eu le goût du secret. » Il tira sur le cordonnet. À l'intérieur de la poche chatoyait un carré de soie. Il était assez lourd. Une fois déplié, apparurent 2 pièces de monnaie usagées en bronze. Le cow-boy sifflota, les saisit sans façon, puis, jolie pièce, 6e siècle avant, EB. L'aigle et le serpent sont de Chalkis, ancien symbole du scorpion. Le poulpe a été frappé à Érétrie, légèrement au sud. Selon Richer, il semble que l'EB était placé sous le signe du scorpion. Vous devez avoir un rapport avec l'EB pour que Giorgio vous les ait offertes. Je ne sais ce qui a frappé le plus fort. La fonction d'interprète à la Tirésias de mon voisin, le subtil cadeau de Giorgio qui me rappelait le point de départ de mes errances, ou la présence du scorpion. Je ne connais pas grand-chose à l'astrologie, mais un camarade de promotion qui en était féru m'avait souvent parlé de son symbolisme. Le scorpion, la remontée des profondeurs de la psyché, l'autopunition, les fantasmes morbides et les tentacules de poulpe qui en serrent. Les points de tangence entre les mondes ne seraient donc décidément pas pure rêverie. Les exploiter en moi et hors de moi serait donc possible. J'eus quelque peine à conserver mon sang-froid et lever les yeux vers un regard légèrement ironique. Giorgio doit avoir de la sympathie pour vous. Ces pièces sont rares. Comment connaissez-vous Giorgio ? Il fut mon étudiant en littérature grecque, répondit l'autre avec simplicité. Encore un masque, une allure de bourlingueur vieillissant à la Blaise Cendrars qui recouvrait un universitaire, à moins que ce ne fût l'inverse. Je commençais à m'accoutumer au jeu de miroir trompeur. Quelle influence aurait donc cette attribution au scorpion ? La réponse tomba, tranchante. Aucune. Il se tut pensivement en plissant le front et ajouta « À moins que vous ne soyez sensibilisé à ce que symbolise le signe.
Dans ce cas, je me place du point de vue de la pensée grecque, il est susceptible d'activer des latences enfouies en vous, de vous faire passer à l'action, d'une façon ou d'une autre. La terre hellène sécrète les mythes et, sait-on jamais, la ferveur d'un imaginaire qui aspire à faire descendre le ciel sur la terre peut imprégner un lieu et colorer les comportements. Ce ne sont que spéculations, bien sûr. Excusez-moi, mon avion est annoncé. Saluez Giorgio de ma part quand vous le reverrez. Il me fit un signe de la main, se leva et s'éloigna d'un pas élastique de jeune homme. Je le savais pour l'avoir vécu. Les mythes sourdent spontanément de cette terre de rocs et de failles, brûlée par le soleil, blanchie par la lune et la neige. La Thessalie n'existe pas plus que le Guatemala d'Arnaud, mais les centaures sont bien vivants, créatures des marges qui tiennent les deux extrémités du fil de la vie, l'animalité brutale et le savoir. Sagittaires aux flèches sifflantes dans l'exaltation de la vitesse qui fend l'air et de la sauvagerie des 6 cylindres. Sagittaires de feu, significateurs d'explosifs autant que d'agressivité. Mais aussi parents de Chiron, l'introducteur à la connaissance, comme me le rappelle le souvenir des 3 juges. Et ensuite, l'itinéraire géographique ou spirituel qui doit suivre la voie, lueur du cosmos sur la Terre. Je me serais conduit avec une identique incohérence en un autre lieu, mais mon cheminement aurait sans doute été différent. La table est encore plus rase que je ne l'imaginais, et les forces se cachent derrière des reflets comme les galaxies dans l'univers chiffonné, qui ne sont que jeux de glace où se répercutent d'autres galaxies. Et si le jeu était d'une toute autre ampleur que celui proposé par Giorgio? Si l'univers jouait avec nous, nous offrait l'affrontement, à nous d'accepter ou de refuser. Les hommes, pour la plupart, les hommes se récusent. L'univers, dès lors, ne se soucie plus d'eux, les laissant suivre ce qu'on appelait naguère leur destinée, maintenant leur programmation. Mais pour ceux qui s'engagent dans le jeu, à l'enjeu ignoré, la mise est assez lourde pour les faire trembler. Le partenaire, qui est aussi l'adversaire, leur tendra chausse-trappe et ourdira coups tordus pour les pousser à grimper je ne sais où, et les entraver. Sait-on jamais à quel instant on dit oui lorsqu'on vous propose la partie? À coups d'actions et de symboles, d'uppercuts et de ré bémol, aidé, soutenu ou bien encore écrasé sous la terre et le ciel qui s'entrelacent, on joue, on gagne, on perd, avant d'entrer en apprentissage. Déborah vécue, Déborah rêvée, est présence du jeu qu'il m'est devenu impensable de renier. Fin d'itinéraire de Jean Rigaud.